Imaginez un instant, une nation est secouée par ce qui ressemble à une tentative de coup d'État. Quelques heures plus tard, le calme est revenu. Alors comment un gouvernement gère-t-il la communication d'une crise aussi intense? Eh bien, le 7 décembre 2025, le président du Bénin a prononcé un discours absolument clé. On va décortiquer ensemble ce récit officiel pour comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, comment l'histoire a été racontée. La situation est totalement sous contrôle. Ces quelques mots, c'est en quelque sorte la fin de l'histoire, le point final d'une journée chaotique. Mais pour bien saisir toute la portée d'une telle déclaration, il faut remonter un peu le fil des événements et voir comment le Bénin a, semble-t-il, frôlé le précipice. Et attention, ces mots ne viennent pas de n'importe qui. C'est le président Patrice Talon lui-même qui s'adresse à la nation le soir même des événements. Ce n'est donc pas un simple communiqué de presse. C'est le récit officiel, la version de l'histoire que le pouvoir a choisi de présenter au peuple et au monde. Alors, le premier objectif de ce discours, il était limpide. Il fallait rassurer. Face au chaos, à l'incertitude, le message numéro 1, c'était le retour au calme et la reprise en main de la situation. Vous savez, dans une situation de crise, la perception, c'est tout. Quand le gouvernement invite la population à vaquer sereinement à ses occupations, ce n'est pas juste une consigne. C'est un signal très fort qui dit « le danger est passé, l'état est solide et la vie normale peut reprendre son cours ». C'est une stratégie assez classique pour couper court aux rumeurs et à la panique. Ok, le calme est revenu, c'est acté. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Revenons au cœur du réacteur. Quelle était la nature exacte de la menace qui a pesé sur la République ce jour-là, toujours selon la version officielle bien sûr? Et là, le mot choisi est hyper important. Mutinerie. Ce n'est pas anodin, hein. On ne parle pas d'une insurrection populaire ou d'une attaque extérieure. Non. En utilisant ce terme précis, le discours pointe tout de suite une crise interne aux forces de l'ordre, une rébellion de soldats contre leur propre hiérarchie. C'est très spécifique. La manière de décrire les coupables est, elle aussi, très stratégique. On parle d'un grouscule, ce qui permet de minimiser l'ampleur du mouvement, pour ne pas donner l'impression que toute l'armée est en train de se déchirer. Leurs motifs, ils sont qualifiés de fallacieux, ce qui les délégitime immédiatement. On les présente comme des agitateurs sans cause, juste. Et attention, selon le discours officiel, on n'est pas du tout sur de simples revendications. L'enjeu était bien plus grave. Il s'agissait d'une attaque en règle contre les institutions, une tentative de déstabiliser tout le pays, et le but final, renverser l'ordre démocratique. C'est l'accusation la plus lourde qu'on puisse porter en fait. Encore une fois, le choix des mots est très parlant. Qualifier les mutins d'aventuriers, ça les dépolitise complètement. Ça les réduit à des individus irréfléchis qui agissent pour leur propre compte. Et puis, cette référence à un passé de triste mémoire, c'est un levier émotionnel super puissant. Ça fait appel à la mémoire collective des périodes d'instabilité pour souder la population contre cette tentative. Alors, face à cette menace, une question brûlait toutes les lèvres. Le reste de l'armée, allait-il suivre le mouvement ou tenir bon? Analysons maintenant la réponse des forces loyalistes telle qu'elle a été présentée par le pouvoir. Là, le discours dresse un tableau en noir et blanc, c'est très clair. D'un côté, on a les mutins, un petit groupe d'aventuriers, et de l'autre, la grande majorité de l'armée, une force unie, républicaine, guidée par le sens du devoir. C'est une façon de dire, l'institution militaire est solide, pas d'inquiétude. Le discours insiste aussi beaucoup sur le rôle du président en tant que pilier de l'État. En sa qualité de chef suprême des armées, il s'est positionné comme le commandant en chef de la riposte, supervisant personnellement les opérations pour mater la rébellion. Et le récit de l'opération militaire, lui, est sans ambiguïté. C'est une victoire nette, rapide, totale. Des mots comme « repris les positions » et « nettoyer les dernières poches de résistance », ça ne laisse aucune place au doute. L'action a été décisive, efficace et la menace a été éradiquée. C'est le message. Bon, la crise militaire est terminée, c'est une chose. Mais maintenant, une autre phase s'ouvre, celle du bilan humain et surtout de la justice. Comment est-ce que le discours aborde les conséquences de cette journée et promet de faire rendre des comptes aux responsables? Alors, le message du président pour l'après-crise s'articule autour de 3 points clés. D'abord, la compassion, avec une pensée pour les victimes. Ensuite, l'action, avec l'assurance que tout est fait pour les personnes encore en danger. Et enfin, la fermeté, avec cette promesse sans équivoque que ce crime ne restera pas impuni. Pour finir, le discours ne se contente pas de faire un bilan militaire. Non, il se termine sur un appel très fort à l'unité, un message adressé à toute la nation.
Et quand le président remercie les citoyens du Bénin et de la diaspora pour leur soutien, ce n'est pas juste un geste de politis, c'est une manière de construire l'image d'une nation soudée, d'un peuple qui fait bloc derrière ses institutions, face à une menace qui, elle, est présentée comme isolée. Et pour conclure, la formule rituelle, presque sacrée, Vive la République, vive le Bénin. C'est bien plus qu'une simple fin de discours. C'est une réaffirmation symbolique de la pérennité de l'État. Un point final qui vise à tourner la page de la crise et à rassembler toute la nation vers l'avenir. Voilà donc comment se termine ce récit officiel. Une histoire de contrôle, de loyauté et de victoire. Mais au-delà des mots du pouvoir, une question reste en suspens. Le fait qu'une telle crise ait pu être surmontée, est-ce le signe de la force des institutions démocratiques? Ou au contraire, est-ce la preuve d'une fragilité sous-jacente qui pourrait ressurgir? La réponse sans doute se trouve dans l'avenir du Bénin.